Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Drogue en milieu carcéral. Je me présente, je m'appelle Cédric Gervais et je serai votre animateur tout au long de cette première saison. Pour débuter, nous aurons la chance d'avoir une entrevue vidéo avec Jeffrey, un ancien détenu qui nous parlera de son expérience qu'il a vécue en prison. Par la suite, nous aurons le témoignage de Marie-Lou Trottier, un agent correctionnel qui nous parlera de la consommation, mais aussi de la distribution des drogues dans la prison de Bordeaux, située à Montréal. Suite à son témoignage, j'irai d'un petit complément d'information avec mes capsules Savez-vous que? Et nous finirons ce premier épisode de cette première saison avec Shane Agent qui tenterait de nous apporter des pistes de solutions pour pouvoir régler les problèmes de toxicomanie en prison. Mon nom est Jeffrey. J'ai été incarcéré 10 ans au pénitencier de Donnacona. Bonjour Jeffrey, bienvenue à l'émission Drogue en milieu carcéral. Donc, vous avez été incarcéré 10 ans au pénitencier de Donnacona. Pouvez-vous me parler de votre sentence? En gros, j'étais un Hells Angel et j'ai été arrêté pour trafic de stupéfiants et j'avais des gros problèmes d'alcool. Un bien sombre passé. Mais ce qui nous intéresse davantage, Jeffrey, c'est à quoi ressemblait votre vie en prison plus précisément. On avait un horaire bien planifié, mais lorsqu'on avait nos temps libres, on en profitait toujours pour faire de l'alcool. Intéressant. Pouvez-vous nous parler davantage du processus que vous avez employé dans le but de fabriquer votre alcool? La commune était d'économiser assez de jus, de la levure et du sucre volé par les co-détenus. Et le breuvage était prêt après 2 à 3 semaines de fermentation. On mettait tout ça dans une cuve de toilette et on laissait fermenter le tout. Parfait. Et la drogue, elle, comment faisiez-vous pour vous en procurer, mais aussi comment faisiez-vous pour la vendre? On passait par les visiteurs. Ils cachaient par exemple la drogue dans la couche d'un nourrisson. Ou bien des prisonniers de petite sentence avaient du hashish dans leur cavité anale et rentraient avec ça pour des sentences de 2 à 3 mois. Et ils vendaient le tout très très cher, juste dans le but de se faire de l'argent. Un jet de pot se faisait entre 50$ le gramme. Et mensuellement, on se faisait entre 5 à 11 000$, tout dépendant de combien de drogue rentrait dans la prison. Je tiens à remercier Jeffrey pour son entrevue. Nous avons pu savoir comment s'était déroulée son expérience en prison. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais laisser la parole à notre agente correctionnelle, Marie-Lou Trottier, qui, elle, nous parlera des moyens d'infiltrer la drogue en prison, mais aussi comment elle est vendue. Donc, à Marie-Lou. Bonjour, mon nom est Marie-Lou Trottier, je suis agente correctionnelle au sein de l'établissement de Bordeaux, à Montréal. À chaque jour, nous luttons contre les drogues et l'alcool. C'est un fléau qui occupe toute la prison. Chaque prévenu a consommé au moins une fois durant sa détention des drogues et ou alcool. Présentement, le plus gros problème, c'est les drones. Il y a plusieurs personnes qui se font envoyer des colis de drogue, de cigarettes et ou des trucs pour confectionner de l'alcool par drone. Ils lèguent la marchandise dans la cour lors des récréations pour les prévenus. Ces drones-là, ils peuvent, tout dépendant de la grosseur du drone, ils peuvent transporter des grosses quantités. Par exemple, les détenus qui vont récolter ce qu'il y a dans les paquets vont faire beaucoup d'argent. Un paquet de cigarettes vaut 45$ en prison. Donc, ils font beaucoup d'argent. C'est une contrebande qui est très, très dure à voir parce que les détenus sont de plus en plus imaginatifs pour les cachettes, pour dissimuler la drogue. Lorsqu'on soupçonne qu'un détenu a ingéré de la drogue, un paquet pour le cacher lorsque le drone a fait sa livraison, on les envoie en cellule sèche. C'est une cellule où il y a seulement un abreuvoir, un lit et quelques livres. Parce que lorsqu'ils vont avoir à le déféquer, ils vont nous le demander pour aller aux toilettes.
et on les accompagne. Et ainsi, on peut voir s'il y avait vraiment de la drogue ou pas. Ils vont être en cellule sèche de 24 à 48 heures, tout dépendant si le doute persiste et s'ils sont multirécidivistes de possession de drogue. Il y a une aile dans l'établissement, l'aile C, qui est vraiment... On doit encore faire des travaux parce que aux fenêtres, il n'y a pas de barreaux. Ce qui fait que les drones peuvent faire des livraisons jusqu'aux chambres. C'est vraiment un problème majeur. En ce moment même, on est en train de faire des réparations. Donc, c'est notre plan pour éliminer la drogue et l'alcool en prison. Donc, un gros merci à Marie-Lou qui vient de nous apprendre beaucoup plus sur comment la drogue est distribuée et vendue dans les prisons. Mais surtout, Marie-Lou nous a parlé de celle de Bordeaux, celle située à Montréal. Maintenant, on va y aller d'un petit complément d'information avec mes propres capsules Savez-vous que? Savez-vous que? Selon une étude menée par Chantal Plourde dans les 10 établissements carcérales du Québec, étrangement, le plus grand nombre de consommateurs réguliers se retrouvent dans les prisons à sécurité maximale, avec un pourcentage de 52%, contrairement à seulement 19% dans les prisons à sécurité minimale. Savez-vous que, selon l'étude menée par Emmanueli, plus du quart des personnes qui consomment en prison auraient commencé à consommer une fois incarcérées. Des statistiques qui sont grandement trop élevées lorsqu'on sait que les prisons ont été inventées dans le but d'arrêter les actes illégaux des criminels et non contrôlés. Savez-vous que, selon une étude menée par le Comité européen sur la prévention de la torture et des traitements inhumains, la mortalité par suicide et overdose est malheureusement 20 fois plus élevée en prison que dans la société. Savez-vous que, selon une étude menée en 2008 par les usagers de Carude, plus de la moitié des toxicomanes, soit 54% d'entre eux, continuent malheureusement leur consommation une fois emprisonnés. Donc maintenant, mes capsules, savez-vous que terminées. J'espère que vous en avez appris davantage sur les diverses informations que j'ai divulguées. Pour le dernier segment de l'émission, nous allons laisser la parole à Chania Jean, notre intervenante dans les prisons du Québec, qui tentera de nous donner une piste de solution pour diminuer la toxicomanie en prison. Bonjour, ici Chania Jean, intervenante dans les prisons du Québec. Comme mentionné précédemment par mes autres collègues, les psychotroques sont très courants dans les prisons du monde, incluant le Québec. Plusieurs solutions peuvent être apportées pour améliorer cette situation puis diminuer le taux de drogue et d'alcool qui se trouve à l'intérieur des prisons. En premier, comme le mentionne le porte-parole néo-démocratique en matière de sécurité, Randall Gerson, le plus efficace, ça serait d'instaurer des programmes de désintoxication pour les prisonniers qui souhaitent obtenir de l'aide. À l'inverse, il y a le Service correctionnel du Canada qui souhaiterait augmenter le nombre de fouilles faites, autant sur les prisonniers que sur les visiteurs. Il affirme qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui entrent et qui sortent des prisons à tous les jours. Puis cela peut rendre beaucoup plus propice le trafic de drogue fait par les contrebandiers. Cela résulterait donc à des fouilles routinières à chaque fois qu'un individu entrerait ou sortirait de la prison. Aussi à imposer une barrière physique entre les détenus et les visiteurs, puis même à pouvoir refuser un droit de visite si les responsables ont des doutes qu'il pourrait se faire un trafic lors de celle-ci. Gerson est cependant à l'encontre de tout ça parce qu'il ne croit pas que l'interdiction va résoudre le problème. Il croit plus que les fouilles peuvent faire en sorte que les visiteurs ne voudront plus venir. Puis cela nuirait aux liens familiaux entre les prisonniers et leurs familles, ce qui est vraiment important pour la réintégration du détenu dans la société. Comme autre solution, il y aurait que Gerson y est pour, de instaurer un programme d'échange de seringues qui pourrait être vraiment bénéfique. Ça consiste à faire une distribution d'eau de javel, de condoms, de digues dentaires et de lubrifiants pour éviter la propagation des maladies sexuelles dues au partage de seringues. Cependant, le gouvernement fédéral y est contre puisqu'il ne veut pas donner l'impression qu'il approuve les drogues en prison. Il croit aussi que les seringues pourraient avoir tendance à être servies comme armes puis que ça pourrait augmenter la consommation des drogues en prison. Cependant, en contradiction avec ça, sur 20 ans d'observation à des endroits où le programme a été instauré, il a été prouvé qu'il n'y a eu aucune hausse de consommation de drogue, qu'il n'y a eu aucun cas
répertorié de seringues ayant servi comme armes. Puis ils ont même remarqué que les établissements où que ça a été instauré, qu'il y a eu une baisse de surdose fatale ou quasi fatale d'héroïne. Puis que même les responsables de la prison se sentaient plus en sécurité qu'avant que le programme soit là. Fait que selon mon avis, de professionnel, puis celui de plusieurs autres, le fait que le gouvernement fédéral refuse de mettre en place un programme de seringue nuit à la santé des prisonniers et à celle des citoyens, puisque lorsque les prisonniers retournent dans la société, ben ils peuvent transmettre leur maladie aux autres personnes dans l'environnement. Fait que ça n'affecte pas juste les prisonniers, mais bien la santé de tout le monde. Aussi, ça vient à l'encontre des droits de la personne, parce que malgré ce qu'on peut penser, même s'ils sont incarcérés, c'est juste leurs droits en rapport avec l'incarcération qui sont restreints, puis non leurs droits à la santé. Fait au final, je crois vraiment que le Québec, ça serait une meilleure place avec un programme d'échange de seringues en prison pour bénéficier à la santé de tous. Je tiens à remercier nos très chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres pour cette premier épisode de Drogue en milieu carcéral. Je tiens aussi à souligner la collaboration de nos 3 invités. Donc, merci et à la semaine prochaine.